Cette formation intervient à un moment où la Nouvelle-Calédonie est dans une situation très compliquée que vous vivez au quotidien, hein, pour ceux qui ont repris les cours. Et je remercie très vivement l'Inspection générale, le groupe d'histoire-géographie, d'avoir accepté d'animer cette formation, ainsi que Monsieur Stéphane Maviel. Donc, pour l'ouverture de cette formation, je vais céder de suite la parole à Monsieur le vice-recteur qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir et donc d'avoir accepté d'ouvrir la formation. Merci Isabelle de me céder la parole. Je vais intervenir quelques instants pour ouvrir cette session de travail et dire tout l'intérêt que nous accordons à ce sujet compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai dernier notamment. Je commence naturellement par remercier les collègues de l'Inspection générale d'histoire que je salue au passage pour l'expertise qu'ils vont nous délivrer, ainsi que Isabelle, notre doyenne de l'inspection, qui a pris l'initiative du montage de cette session de travail, ainsi que Stéphane Mainviel, représentant donc directeur de l'INSPE. Alors j'interviens, je dis quelques instants, d'une part parce que je sais que c'est un sujet sur lequel nous avons tous beaucoup de choses à dire. Or, le temps, je pense, nous est compté, d'une part. J'interviens également pour ouvrir, mais si vous voulez bien, je vais rester, car le traitement des questions vives m'intéresse. D'une part, en tant qu'ancien professeur d'une discipline cousine de l'histoire, c'est-à-dire les sciences sociales, le sujet m'intéresse aussi dans le cadre de ma fonction actuelle, car je suis régulièrement confronté à des publics dont je sais par avance qu'ils sont composés de personnes dont les opinions sont très diverses et je dois me montrer, je dirais, exemplaire sur le plan de la neutralité et de la réserve. Alors bien sûr, les professeurs d'histoire sont très concernés par la question du traitement des questions vives parce qu'ils incarnent une discipline d'une grande légitimité dans le champ des savoirs, mais euh, les professeurs d'histoire aussi, réciproquement, sont, je dirais, très exposés par l'enseignement de tous ces sujets. Nous le savons bien, compte tenu des événements qu'ils ont eu successivement à traiter. Alors, comment reprendre les enseignements d'histoire notamment dans un tel contexte? C'est une question qui nous a été régulièrement remontée dès qu'on a commencé à réfléchir à l'après-crise dans laquelle nous sommes à peu près entrés. Et je dois dire que, notamment lorsque nous avons organisé notre propre séminaire des personnels d'encadrement, une frange des auditeurs était tentée de vouloir reprendre les enseignements comme si que rien ne s'était passé, en évitant à tout prix d'effleurer les questions vives. Or, moi, je pense le contraire. Je pense que les questions vives, au motif qu'elles sont dérangeantes, ne doivent pas être évacuées et qu'il existe des temps et des espaces dans le système éducatif qui sont réservés à la construction de débats argumentés qui nous permettent donc d'aider les élèves de se construire comme citoyens et de se faire des idées sur des sujets qui sont pourtant difficiles et sensibles. Et de ce point de vue-là, j'ai lu avec intérêt le document dont vous avez diffusé intitulé Retour à l'école après les événements de mai-juin. Et je crois qu'effectivement, une posture d'un professeur, notamment d'histoire, c'est de se considérer comme ni un politique ni un journaliste, mais qu'un professeur d'histoire notamment n'a pas à prendre parti dans les débats qui sont les nôtres, mais à prendre connaissance des points de vue des différents protagonistes et de les exposer à ses élèves de façon à ce qu'il se construise lui-même ensuite son propre jugement. Donc, pour toutes ces raisons, je suis persuadé que nous allons être très éclairés sur la meilleure manière de nous positionner ce soir sur tous ces sujets. Je remercie donc a fortiori Isabelle d'avoir imaginé cette session et je rends tout de suite la parole puisque le temps nous est compté.
Merci. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, pour Merci beaucoup. l'ouverture de cette formation. Je cède la parole à Madame Smith, donc doyenne du groupe d'histoire-géographie de l'inspection générale. Monsieur le vice-recteur, Madame la doyenne, mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Merci de cette invitation et je souhaitais juste rappeler en quelques mots que les programmes adaptés ont été mis en place pour la première fois justement en Nouvelle-Calédonie il y a une trentaine d'années à l'initiative de Michel Lekstrait au lendemain des accords de Matignon-Oudinot de 1988. Et ce sont ces premières adaptations qui ont ouvert la voie à celle des autres adaptations en Outre-mer, environ 10 ans plus tard, pour tenir compte justement de la singularité de l'histoire et de la géographie de territoires qui offrent des contrastes et des particularités plus marquées que celles qui peuvent distinguer, par exemple, le Pays basque de la Bretagne. Alors, ces adaptations tiennent compte justement de la finalité de l'histoire et de la géographie au sein de l'éducation nationale, finalités qui sont, je vous le rappelle, parce que vous le savez, de donner aux élèves les moyens de réussir leur poursuite d'études et de devenir des citoyens actifs et responsables. Et je reprends là les éléments du socle commun de connaissances et de culture, mais aussi pour le lycée, leur donner les clés de lecture et les grilles d'analyse du monde contemporain, d'où l'articulation entre des éléments généraux, car il faut par exemple que l'ensemble des élèves s'inscrivent dans une histoire et une géographie mondiale et commune à tous, et des éléments plus singuliers. Au-delà même des programmes, il importe en fait lors de leur mise en œuvre dans les classes de donner du sens à l'enseignement, à la fois pour chaque séquence et pour chaque séance, et donc de rendre explicite le but de chaque séance en termes d'acquisition de connaissances, de compétences pour le collège, de capacités pour le lycée, en les articulant au cadre plus général. Alors évidemment, dans les faits, cela n'est jamais facile parce que cela renvoie à des mémoires, à des sensibilités, à des passions, voire parfois à des convictions. On peut penser à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui, en Alsace, n'est pas sans difficulté parce que le souvenir des malgré nous est encore vif, à la guerre d'Algérie, mais aussi en géographie au développement durable où certains élèves y voient une stratégie des pays développés, par exemple, pour limiter le développement des autres pays. Alors, je pourrais évidemment multiplier les exemples. Cependant, comme monsieur le vice-recteur, je ne vais pas prendre plus de temps aux intervenants principaux de cette matinée et je terminerai en vous remerciant de votre engagement au service des élèves, ce dont témoigne votre présence dans les classes et à cette visioconférence ce soir, et vous dire aussi que le groupe d'histoire-géographie de l'inspection générale est à vos côtés et à votre disposition via Madame la doyenne Isabelle Amiot, dont nous saluons le travail et que je remercie pour cette séance ce soir. Donc, nous allons pouvoir désormais transmettre la parole à Françoise Janier-Dubry et Jérôme Grondeux, donc tous les deux inspecteurs généraux. Merci beaucoup de votre intervention. Alors, on avait, non, j'ai préparé donc avec François Génie-Dubry cette intervention que je vais faire maintenant. Parfait. Bien, chers collègues, merci beaucoup de nous avoir donné la possibilité de cette intervention qui est effectivement, qui va dans la suite de toute une réflexion comme ça a été dit par Florence, toute une réflexion sur les questions vives, sur les situations compliquées. Et effectivement, là, on est face à quelque chose qui est beaucoup plus fort, qui est que ce n'est pas seulement l'objet de ce qu'on enseigne qui est compliqué, mais c'est aussi tout simplement le contexte environnant qui rend beaucoup de choses sensibles. Et donc, c'est une situation qui est encore particulière, mais je pense qu'on peut quand même essayer de mobiliser toute une série de réflexions qu'on a pu avoir sur ces questions-là,
bien évidemment, les choses que je vais vous dire sont là plutôt des propositions et doivent être prises sur ce mode-là, parce que rien ne remplace le fait qu'un enseignant, à un moment donné, sent une situation, sent l'ambiance dans une classe et sent ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas faire. On dit souvent, et parfois ça irrite souvent les gens en formation, qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Là, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, mais bien sûr, il y a tout un patrimoine on pourrait dire, de conseils. Donc, les choses que je vais essayer de dire là, c'est le fruit d'une expérience collective très, très souvent. Comme l'a rappelé le vice-recteur, et comme il l'a aussi rappelé dans une intervention radiophonique récente, le cadre scolaire a été touché par tous les événements qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie, mais il a été un petit peu moins touché, et même moins touché que d'autres institutions. Et ici, il représente quand même quelque chose de très, très particulier parce que c'est tout d'abord un espace réglé. Donc, quand les enfants, les adolescents sont revenus dans l'espace scolaire, ils sont revenus dans un espace réglé. Et c'est quelque chose, je pense, qui a dû être extrêmement, extrêmement ressenti, mais ça en fait aussi une référence. C'est pour ça que très souvent, dans la suite de cette intervention, je vais redire, je vais insister sur des questions d'explicitation. Très souvent, face à des interpellations qui peuvent être délicates, à des situations qui peuvent être délicates, c'est important pour l'enseignant de rappeler qui il est, dans quelle fonction, dans quel cadre, parce que le cadre lui-même a une valeur pédagogique. Deuxième élément, c'est un espace où chacun est accueilli en tant qu'individu et non pas en tant que représentant tel ou tel groupe. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Là aussi, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. On va y revenir et il y a toute une question de posture et de stratégie pour que ça soit bien clair. Et puis un espace où on dialogue et où on s'écoute. Donc je pense que ces trois choses, c'est des choses qui sont généralement ressenties par les élèves et qu'ils savent déjà, mais qui doivent être souvent explicitées en cas de besoin. On va développer tout ça. Bon, la première chose à noter, c'est que les élèves, très généralement, ont confiance dans leur enseignante ou leur enseignant. Et ce lien de confiance est important. Alors là, il ne faut pas forcément l'expliciter en disant mes chers petits, faites-moi confiance. Vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais le fait est qu'il y a ces élèves, et ça aide plutôt, à mon avis, à savoir sur quoi on s'appuie, sur quoi on s'appuie, en se demandant d'où vient cette confiance. On a eu l'occasion dans d'autres contextes de le voir très souvent, et là on le voit par les questions qui nous ont été transmises, parce que souvent les élèves vont poser des questions quand ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux, ou quand ils ne se contentent pas de ce qu'on dit autour d'eux de ce qui se passe. Et donc ça veut dire que quand ils posent ces questions, ils ont une démarche très spécifique. Pourquoi est-ce qu'ils les posent à leurs professeurs? Alors que quand même, souvent, il ne manque pas de gens autour d'eux qui peuvent y répondre. Et puis aussi, parfois, alors bon, selon les conditions matérielles, mais il peut y avoir des choses sur Internet, il peut y avoir des choses qu'on entend dans les médias, mais ils demandent à leurs professeurs. Alors leur enseignante ou leur enseignant, c'est un expert ou une experte. Ils le ressentent comme ça. Moi, je me bats beaucoup contre l'idée que les enseignants ne seraient plus des transmetteurs de connaissances. Ils aident les élèves à transmettre et à construire leurs connaissances parce qu'ils ont une expertise. Pour l'élève, il se dit pas ça comme ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Bon. Ça aussi, ça a des limites. C'est pour ça que l'enseignant ne peut pas devenir toutologue et ne peut pas répondre à tout. Qui a le souci d'eux et de leur future liberté, qui ne cherche pas à les manipuler.
Ça renvoie au fait justement que l'enseignant n'est pas quelqu'un qui leur assène son opinion, c'est pas quelqu'un qui les endoctrine, ils le sentent. Ils sentent que le centre de l'attention, c'est quand même eux, au bout du compte. Et ça, ils le ressentent. Et qui reste dans le rôle d'éducateur défini par l'histoire-géographie ou l'enseignement moral et civique. Oui, c'est aussi parce que l'enseignant, c'est une personne institutionnelle et qui parle de certaines choses, qui parle pas de tout. Donc, là, on arrive déjà davantage à des choses qu'on va pouvoir éventuellement et sur lesquelles on peut s'appuyer parce que ça nous guide sur la manière dont on va pouvoir répondre à des interpellations. Quand un élève interpelle une enseignante ou un enseignant, si on n'est pas dans la pure provocation, hein, bon, il y a ce qui pas besoin d'essayer de rationaliser la pure provocation, c'est clair. Mais quand on n'est pas dans la pure provocation, c'est ça que l'élève va chercher. Il va chercher une expertise, il va chercher quelqu'un qui va le respecter et ne pas le manipuler en lui donnant une réponse, et il va chercher quelqu'un qui s'y connaît parce qu'il est ou parce qu'elle est historien, géographe, ou c'est vrai dans tous les autres champs, hein, dans toutes les autres disciplines. Bon, alors, une fois qu'on a ça, donc ça veut dire que c'est en tant qu'historien et géographe ou en tant qu'enseignant d'enseignement moral et civique qu'il va falloir, qu'on va avoir à répondre. Et pour ça, il faut se positionner. Alors, ne cherchez pas à noter, hein, vous pourrez avoir le diaporama à disposition parce que mon diaporama est très bavard. Alors, si vous êtes obligé de tout noter, ça va être compliqué. Euh, En fait, beaucoup des questions qu'il y a, c'est pour positionner quand on fait pour dire les choses un peu franchement, quand on fait de l'histoire, là j'ai pris l'exemple de l'histoire, mais ça va marcher pour la géo aussi, ou quand on fait de la politique, quand on fait de l'enseignement moral et civique, ou quand on fait de la politique. Quelle est notre spécificité par rapport à ça? Pourquoi on ne fait pas vraiment de politique à l'école? Alors, dans les débats politiques au quotidien, il y a trois choses qui sont différentes de ce qu'on va faire en classe, et ça aussi, on peut tout à fait l'expliciter. En classe, on parle dans l'actualité, dans ces débats politiques du quotidien, on parle de ce qui arrive à chaud. On est sur l'actualité la plus brûlante ou ce qui vient d'arriver. Bon, en histoire, on s'intéresse à des faits sur lesquels on a du recul, bien évidemment. On n'est pas totalement indifférent à ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est plutôt en mode, je dirais, entre guillemets, archéologique, une sorte d'archéologie du présent, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le passé, va expliquer qu'aujourd'hui, on trouve cela ou on ne trouve pas cela. Bon. Dans l'enseignement moral et civique, on prend on prend de la hauteur, c'est-à-dire que on essaye davantage de former des citoyens qui sont capables d'agir dans un cadre démocratique. Alors par contre, on a un lien avec l'actualité, c'est par le biais de l'éducation aux médias et à l'information. On a un lien parce que on s'intéresse éventuellement à la manière dont on s'informe. Tout ce que je vous dis là, c'est des grandes généralités, on va le retrouver dans les choses qu'on propose après. La deuxième différence, et ça, vous l'avez tous senti, c'est à quel point l'actualité, en particulier quand on est immergé dans l'actualité, quand on est au cœur de ce qui se passe et des difficultés qui se passent, on ressent et on mobilise des émotions. Et on a des élèves qui sont très émus ou qui ont été très émus, hein, sachant que les émotions, ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être un sentiment, ça peut être l'angoisse, ça peut être beaucoup de choses. Bon, et effectivement, les émotions, la caractéristique qu'on a nous, c'est qu'on cherche à les mettre à distance. On sait, en particulier en histoire, que l'émotion, ça n'aide pas à comprendre. Ça peut même être parfois un obstacle
il y a un côté un peu refroidissant des choses. En enseignement moral et civique, c'est une autre question, parce qu'en enseignement moral et civique, on dit souvent, et on le dit dès le primaire, que il faut euh, savoir exprimer ses émotions et qu'il faut savoir comprendre ses émotions, les émotions des autres. C'est ce qu'on appelait la culture de la sensibilité et qu'on retrouve dans les compétences des nouveaux programmes. Bon, ça, on le sait, mais c'est pas pour rester dans l'émotion. En fait, on essaye de verbaliser les émotions, de comprendre les émotions, mais c'est pour pouvoir les dépasser. Parce que, et ça va faire une transition avec la rubrique suivante, les émotions, elles ne se discutent pas. Et nous, on veut des choses qui puissent se discuter. L'émotion, c'est un ressenti et on veut de la compréhension. Donc, c'est aussi notre deuxième élément, c'est qu'effectivement, il faut gérer cette émotion. Enfin, dans les débats politiques au quotidien, il y a des points de vue qui s'affrontent. Alors, en histoire, j'ai mis l'histoire, mais ça marche aussi en géographie quand on est, par exemple, dans les conflits d'usage, on doit comprendre le point de vue de tous les acteurs. On doit comprendre des gens qui pensent différemment que nous. L'histoire n'est pas manichéenne, alors que très souvent, les affrontements politiques le sont. Et enfin, en enseignement moral et civique, ce qui nous intéresse, c'est les conditions qui permettent un débat serein. C'est pas forcément de trancher entre des points de vue, c'est de comprendre qu'il y a du pluralisme. Alors évidemment, on sait bien que parfois les points de vue peuvent mener, différents peuvent mener à la violence et à l'affrontement, mais en fait, pour employer une vieille formule, hein, on cherche les conditions d'un vivre ensemble démocratique. Alors tout ça n'est pas forcément à dire directement aux élèves, mais c'est vraiment une réflexion que nous, on doit avoir pour savoir si on parle vraiment en tant qu'historien géographe ou en tant qu'enseignant de MC. À chaque fois, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'en fait, c'est des manières différentes de voir la même chose, c'est-à-dire que euh, comment c'est de comprendre comment se font les arbitrages politiques, d'où viennent les choix politiques auxquels nous sommes confrontés. En fait, il me semble que on a trois éléments qu'on va approcher différemment, à mon avis, dans le cadre de l'histoire, de la géographie et de l'enseignement moral et civique, on l'aborde dans le débat politique. Euh, il me semble souvent qu'en fait, l'histoire est une sorte d'éducation à la liberté relative, c'est-à-dire qu'on apprend qu'il y a des choix des acteurs, individuels et collectifs, mais que ces choix s'opèrent dans des situations qui offrent des ressources et des contraintes, et ils s'opèrent parce qu'aussi ces acteurs tiennent compte d'héritage culturel, et puis ils ont aussi la manière dont ils s'informent, dont ils prennent connaissance du monde. Donc, comment on se retrouve dans ces choix-là que font les acteurs, que font les gens, que font les politiques? Alors, euh, on a notre mot à dire sur ces choses-là. On n'est pas totalement hors du champ. Mais vous voyez, depuis le départ, il me semble que ce qu'on essaye de faire plutôt en histoire, en géographie et en EMC, c'est une élucidation en amont du politique. On n'est pas directement dans le politique. Euh, pour les situations, effectivement, on essaye, quand on éduque dans le long terme nos élèves, de leur donner des éléments qui sont communs à tous en histoire et en géographie, qui peuvent être, qui peuvent donner une idée de la situation, y compris de la situation de la Nouvelle-Calédonie, euh, à tout le monde, quoi qu'il pense du futur de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que on distingue soigneusement les faits et les interprétations. On donne des faits établis, on essaye de les expliquer, mais le fait qu'on travaille sur des faits établis, c'est ce qui fait qu'on est euh, fédérateur. Et donc, on donne à lire une situation euh, et sa complexité.
j'ai dit tout à l'heure que ce qui nous distinguait par rapport au contexte politique, c'est qu'on n'a pas une approche manichéenne. En fait, c'est une façon de dire aussi qu'on développe une forme d'humilité face au réel, qui est quelque chose qui fait partie de l'esprit critique. On n'a pas peur de dire en histoire, c'est compliqué. Et on n'a pas peur de dire, c'est d'autant plus compliqué que là, tu m'interpelles sur des événements qui sont en train de se faire. Et donc, on peut ne pas y aller. J'insiste bien là-dessus. Alors, pour les héritages et les facteurs culturels, c'est-à-dire le fait que tous les gens ont des héritages culturels et qu'en même temps, ils cherchent à se faire leur opinion, ils cherchent à s'informer. On sait qu'on distingue histoire et mémoire. Bon, on explique comment les événements du passé ont laissé des traces dans le présent, mais ça va être important. Là, je vais prendre ensuite des exemples de questions. Il ne faut pas oublier qu'on contribue à l'éducation, aux médias et à l'information. Très fortement en histoire, très fortement en géo. On utilise beaucoup aussi de documentation officielle, d'articles de journaux. Donc on apprend aux élèves à se documenter et à s'informer. Et puis, bien sûr, euh, on a notre mot à dire sur les choix des acteurs individuels et collectifs. Hein. Je vous rappelle qu'on essaye d'avoir une vision de l'histoire géographique qui n'est pas déterministe. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ne se prononce pas sur les choix présents, ni les choix des politiques, ni les choix des parents des élèves, ni au lycée parfois, si on en avant les choix politiques des élèves eux-mêmes. On ne se prononce pas là-dessus dans ce cadre. J'ai dit tout à l'heure que c'était important. La confiance vient du fait qu'on est des enseignantes, des enseignants et qu'on est dans un rôle précis, comme ça a été redit plusieurs fois, comme ça a été redit l'autre jour par le vice-recteur, les professeurs ne sont ni des journalistes, ni des politiques. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et là encore, ça peut être explicité. Voilà. Alors, je vais commencer parce que j'ai lu avec attention toutes les questions qui ont été transmises. Alors, il y a beaucoup de questions auxquelles je ne répondrai pas et auxquelles ce sera l'intervenant qui va me succéder et qui est beaucoup plus expert que moi pour le faire, qui va, euh, qui va le faire, qui sont plus précisément sur des problématiques liées à l'enseignement de l'histoire et de la géographie de la Nouvelle-Calédonie. Mais on a beaucoup de choses auxquelles quand même on peut répondre. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs questions qui relèvent justement de l'éducation aux médias et à l'information. Celle-ci, il me parle aussi de vidéos. Là, c'est un enseignant qui parle et qui dit que ses élèves lui parlent de vidéos TikTok et demande si c'est vrai. Alors effectivement, ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas vérifier tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils regardent. Et effectivement, le travail de vérification est long. Donc, ça peut être l'occasion, ces questions-là, de prendre un peu de champ en cherchant à faire ce qu'on appelle en EMI construire la confiance raisonnable. C'est-à-dire se dire qu'est-ce qui fait qu'en gros, j'ai un contenu en lequel je peux avoir confiance. C'est difficile, c'est pas absolu. Donc, et là, en particulier, quand des gens présentent des vidéos ou présentent certains propos, et donc on a ces petits critères qu'on a essayé de mettre au point en EMI. Hein, les gens fiables, c'est pas forcément des journalistes, ça peut être des influenceurs, et il y a aussi des influenceurs qui font de la politique, donnent leurs sources, disent quand ils savent, ne savent pas, supposent, disent quand ils se sont trompés, et font appel à des experts ou travaillent collectivement. Donc, ça revoit, c'est une autre manière aussi de donner ses sources. Alors, il y a des questions parmi celles qui ont été données qui sont, vous savez, vraiment typiquement les questions d'enfants. C'est-à-dire la question qui peut sembler un peu gentillette, et qui en fait est ultra profonde, voire en philosophie. Va nous amener à de la philosophie. Donc en collège, question d'élèves, pourquoi les gens se battent-ils au lieu de vivre tranquillement ensemble? Évidemment, question très lourde parce que là, ce sont des élèves qui ont pu voir, qui ont pu vivre cela. Alors, en EMC, qu'est-ce qu'on peut faire de cette question-là?
Donc, il faut rappeler, en EMC, on essaye de fortifier et de promouvoir la démocratie. On a souvent un problème en EMC, c'est qu'on enseigne parfois la démocratie ou le monde dans lequel sont les élèves, euh, comme si toutes les valeurs, tous les principes dont on se réclame s'appliquaient immédiatement, comme si, voilà, comme si tout était arrivé, tout était advenu, tout va bien. Et parfois, on a toujours le risque de moi ce que j'appelle le Disneyland démocratique. Or, on sait bien qu'en EMC, il s'agit de montrer que la démocratie, c'est un effort continu, que c'est un patrimoine, mais c'est jamais un acquis, et que c'est quelque chose qui se construit en permanence. Donc, pourquoi les gens se battent-ils au lieu de vivre tranquillement ensemble? L'idée qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, spontanément, les gens vont vivre tranquillement ensemble. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, il y a des désaccords. Il faut partir, à mon avis, pour cette réponse-là, des désaccords, des conflits. Euh, la démocratie, c'est un outil pour gérer les désaccords entre les gens. Donc, les gens sont différents, ils peuvent ne pas être d'accord. En démocratie, on essaye de les mettre d'accord. C'est ce que j'ai mis dans. On cherche à organiser le débat pour arriver à des solutions consensuelles. C'est quelque chose, c'est pas simple d'être d'accord, c'est pas simple de rester d'accord. Ça suppose un effort de tout le monde. Et parfois, j'essaye de rester à un niveau de langage simple pour non pas faire ce qui serait la réponse, la manière dont on répond, mais pour pas perdre notre élève, notre collégien, qui a une question qui est une question de désarroi très générale et où, à mon avis, il n'a pas, dans un premier temps, où elle n'a pas besoin de réponses techniques. Et on n'y arrive pas toujours donc à encadrer ces désaccords dans le cadre des institutions, dans le cadre de la loi. Et quand on n'y arrive pas, il y a un risque de basculement dans la violence. Ce qui m'intéresse dans cette question et ce qui m'intéresse de vous dire, c'est justement, il faut toujours être dans ce qu'on essaye de faire. C'est pas simple, la démocratie. Et c'est pas quelque chose de simple parce que euh, déjà à l'intérieur de la démocratie, il y a des tensions entre les grandes fonctions d'un régime démocratique, hein. Organiser le débat, représenter et consulter les citoyens, prendre des décisions. Quand on regarde bien, il y a des tensions là-dedans. On sait bien que c'est pas simple de représenter les citoyens et de consulter. On le sait particulièrement en Nouvelle-Calédonie. C'est pas simple, même dans une salle de classe, quand on veut en faire un, d'organiser un débat et les décisions sont pas toujours reçues. Et quand on regarde bien, ces trois choses posent problème et peuvent poser problème, y compris la représentation et la consultation des citoyens. Donc l'important, c'est vraiment de se dire que euh, rien ne va de soi. Alors j'ai pris une autre question qui me semble particulièrement difficile. Comment enseigner certains thèmes comme la légitimité du pouvoir ou la sécurité des personnes et des biens? Ah, effectivement, c'est une question très difficile, hein, parce que la légitimité du pouvoir procède aussi en grande partie des élections et donc le débat sur le dégel porte sur la source de la légitimité démocratique. De même, ça touche aussi au référendum de 2021. Donc, et de même, la sécurité des personnes et des biens, effectivement, après des émeutes et des scènes de quasi-guerre civile ou de guerre civile, c'est particulièrement difficile. Donc là, moi, j'aurais tendance à répondre à cette interpellation en termes de posture. Qu'est-ce qu'on enseigne en EMC? On essaye d'enseigner en EMC les conditions et ce qui existe déjà d'un ordre démocratique qui soit respectueux
dignité humaine. Bon. Et cet ordre, il peut être contesté, il peut être perturbé, il peut être insatisfaisant, il peut être dysfonctionnel, il peut donner lieu à des inégalités, mais on essaye de faire un ordre démocratique respectueux de la dignité humaine. Donc pour moi, un mantra en EMC, c'est ce que nous essayons de faire. C'est pas regardez, le monde est beau, tout va bien, et c'est beau parce que ceci ou ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas pointer des choses qui sont réalisées, pointer des choses qui existent, faire connaître l'univers juridique qui existe. Mais à chaque fois, quand on a ce rapport avec les valeurs et les principes démocratiques, c'est ce qu'on essaye de faire. On se confronte avec la réalité qui peut être compliquée. Quand on arrive donc quand on arrive à cette question de la sécurité, le maintien de la sécurité, on peut en dire deux choses. D'abord, c'est un travail. Au sens noble du terme, c'est un travail des forces de sécurité. Comme tout travail, le résultat n'est pas forcément garanti. Et en plus, c'est un bien commun, puisque la sécurité est l'affaire de tous. Et là, au plus, ça renvoie à tous, là aussi, ça renvoie à tout ce qu'on a dit sur le consensus. C'est pas forcément fait. Donc, si je reprends l'ensemble, c'est vraiment, voilà, c'est pas leur dire, voilà, il n'y a pas de problème sur la légitimité du pouvoir, rien ne peut être jamais contesté, les personnes et les biens sont absolument en sécurité. Ça veut dire quelles sont les conditions pour qu'on arrive à construire quelque chose où il n'y a pas de problème sur la légitimité du pouvoir, euh, où, où la sécurité est bien assurée. C'est vraiment ce que on essaye de faire, ce qui se passe la plupart du temps, ce qui ne se passe pas toujours. Donc, alors, autre question, et là, ça renvoie à ce que je vous disais en commençant sur la posture du professeur d'histoire-géographie par rapport à la politique et la confiance que les élèves ont en elle ou en lui par rapport à sa professionnalité et par rapport à son expertise. Euh, voilà, ça, c'est deux questions qui m'ont vraiment semblé là-dessus intéressantes. Comment répondre à un élève qui affirmerait que les Kanaks sont victimes de génocide, terme souvent employé à la CCAT, en donner la simple définition ne suffit pas toujours, et comment faire comprendre que l'histoire est souvent instrumentalisée en fonction des idéologies politiques de chacun. Alors, à mon avis, ce qui est fondamental, c'est de poser la distinction entre deux registres, deux domaines, deux univers. Celui du débat politique dans la société à chaud et celui de l'histoire et du droit, donc celui de ce qu'on est en train d'enseigner là. Et il ne faut pas seulement la poser comme pétition de principe, il faut simplement l'expliquer. Euh, euh, En fait, ce qu'on demande toujours, c'est voilà, mais pourquoi moi, on m'a parlé de génocide, on m'a dit voilà. Il y a vraiment deux manières d'employer le terme. Il y a le terme tel qu'il va être dans les débats politiques, et ça, c'est une question qui est importante parce on l'a retrouvé dans d'autres événements et d'autres questions vides. Dans des débats politiques, les débats politiques, on est dans l'affrontement, on est dans l'accusation, on est dans l'interpellation. Donc on va avoir tendance à y aller très fort. Et on risque d'employer les termes dans un sens qui n'est pas le même que celui du droit ou de l'histoire, parce que dans le droit et dans l'histoire, on ne cherche pas à mobiliser, on n'est pas dans la polémique, on essaye de dire le fait. Bon. Et là, on peut arriver avec la définition. Mais il faut quand même rendre compte auprès des élèves du fait que des gens vont parler de génocide alors que d'un strict point de vue de droit et d'histoire, il n'y a pas génocide. Et ils vont employer ce terme quand il y a des violences
ou quand ils estiment que l'avenir de leur communauté est menacé, ils vont employer ce terme comme un outil de mobilisation. Donc, faut élargir la chose et dire que de manière générale, dans les débats politiques, quand les gens s'affrontent, on va pas avoir un usage très rigoureux des termes et que nous, on va essayer de poser cet usage rigoureux des termes. Euh, et ça renvoie à d'autres questionnements, et j'essaie d'élargir là-dessus. Comment réagir face à des propos véhéments, des prises de position partiales ou très affirmées de la part des élèves, et quel support privilégier pour amener les élèves à construire une réflexion objective et dépolitisée sur cette question clivante, pardon. Alors, là, à mon avis, il y a deux choses. Euh, réagir, se situer par rapport à des propos véhéments qui sont tenus en classe et qui effectivement vont éventuellement perturber ce qui est en train de se passer, on est obligé de le faire. Amener les élèves à construire une réflexion objective et dépolitisée sur la question les questions les plus actuelles, on n'est pas obligé. On travaille à des choses qui vont les aider à réfléchir, on travaille dans la durée, on n'est pas obligé d'exiger des élèves instantanément une réflexion objective et dépolitisée sur ce qu'ils sont en train de vivre ou sur l'actualité. Donc, à mon avis, ce qui prépare les élèves à construire une réflexion, on n'amène pas les élèves, on les prépare. Ils auront à un moment donné une réflexion là-dessus. Et je pense que là, sauf à être tout à fait virtuose avec des élèves qu'on connaît parfaitement, en qui on a toute confiance, etc. Je pense que c'est pas un défi auquel on est tenu de répondre. Par contre, c'est intéressant de savoir quelles sont les conditions qui leur permettront plus tard de développer cette réflexion. Alors, donc, à mon avis, il y a un ensemble de choses qu'on peut dire. Moi, je suis toujours beaucoup sur l'explicitation, et là, je le suis encore. C'est caractériser une opinion comme opinion. C'est-à-dire tout simplement pouvoir dire ça, ce que tu dis là, c'est une opinion, c'est ton opinion. Bon, c'est pas forcément disqualifiant, c'est simplement dire attention là, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour lancer, là, maintenant, un débat d'opinion. C'est pas honteux d'avoir des opinions, pas un problème à avoir des opinions, mais là, c'est une opinion, on n'est pas là-dedans. Distinguer émission d'une opinion personnelle et contestation d'enseignement. Effectivement, émettre une opinion personnelle, ça fait partie de la liberté d'expression qui est même dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et la contestation d'enseignement est autre chose. Une contestation d'enseignement, bah, effectivement, il faut la traiter tout de suite, et parfois on la traite de façon disciplinaire. Une opinion personnelle, ça peut être davantage le fait de dire, bon, finalement, euh, c'est ton opinion, c'est une opinion, mais là, c'est pas ce qu'on essaye de faire. Et là, c'est pas le lieu. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut, je pense, aussi dire, franchement, ce pourquoi on est là. C'est le sens de la longue introduction que j'ai faite avec mes gros tableaux. Là, je pense que c'est très important, non seulement d'être conscient de pourquoi on est là, mais de ne pas hésiter à leur dire. Bon. D'autre part, les propos véhéments, les prises de position, euh, est-ce qu'ils sont dans le cadre de la séance ou est-ce qu'ils ne sont pas dans le cadre de la séance, hein? C'est pas la même chose. Dans un cas, c'est une question de registre et dans l'autre cas, c'est une question de timing. Mais dans tous les cas, je crois qu'il est important de garder pour l'enseignant la maîtrise de l'agenda. On est là pour faire telle chose. Là, ça n'est pas le lieu. Là, ça peut aider si on dit les choses autrement, ça viendra. Ou ça n'aide pas. Mais c'est ça qui est. Et puis surtout, on reste
dans la discipline ou l'enseignement. Je pense que à mon avis, le plus dangereux, c'est de, c'est le débat pas préparé. C'est le débat à chaud qui va s'engager tout d'un coup. C'est la salle de classe qui se transforme en une espèce de tribune où, parce qu'on sait que dans ces coups de temps-là, on parle de prise de position partielle ou très affirmée, on sait que dans ces coups de temps-là, c'est en plus, d'abord, c'est pas forcément le rôle de l'école, et ensuite, c'est les plus véhéments qui vont avoir la parole. Donc, à mon avis, tout ce que je dis sur la manière de cadrer ces prises de position véhémentes, c'est aussi une manière de rééquilibrer des choses. On sort d'un contexte où la parole a souvent été, de tous les côtés, celle des plus violents. Donc, nous, on doit avoir, à mon avis, le le rôle inverse. Pour cela, et là, je remercie Françoise Gianni-Dubry qui m'a aidé à préparer cette présentation et qui a rappelé et retrouvé l'existence de ce guide du personnel enseignant pour la prévention de l'extrémisme violent, dont moi dont j'ignorais jusqu'à peu l'existence et qui donne. Alors là, vous voyez, c'est pas, il s'agit pas de poser toutes les questions, mais qui donne des éléments pour des manières, en tout cas, de clarifier les interventions des élèves, comment on peut amener l'élève lui-même qui a fait cette prise de parole à, à relativiser en quelque sorte lui-même, à faire lui-même une boucle réflexive sur ce qu'il a dit. De même, euh, quand il y a discussion, alors attention, hein, je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on va lancer des grands débats d'actualité, mais ça, c'est plus aussi un travail plus général, mais qui est intéressant sur toutes les conditions qui sont indispensables pour qu'on arrive à discuter, à confronter des points de vue, à faire des débats, non pas forcément sur l'actualité, mais parfois certains débats ou certaines choses peuvent être sur des thématiques qui vont trouver un écho dans l'actualité. Donc ça, c'est vraiment des choses très utiles. Alors, je vous rappelle que vous aurez tous le slide. Alors, pour synthétiser mon propos avant d'avoir un échange avec vous, et je voudrais euh, bien insister sur euh, ce positionnement et ce qu'on essaie de faire. Et la première colonne est plus sur ce qu'on peut dire et directement, hein, ce qu'on essaye de faire sur le plan de la citoyenneté et en histoire-géographie et ce qu'on essaye de faire en EMC. Je ne vais pas reprendre très longuement ce tableau, mais en fait, il y a vraiment trois items. Euh, on essaye que dans une démocratie, tous les points de vue s'expriment en histoire et en géographie. On essaye de dépasser sa propre opinion. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important en histoire et en géographie. Et c'est important probablement pour un autre élément qui sont les, euh, euh, l'évocation du passé proche quand même de la Nouvelle-Calédonie. C'est important d'insister en histoire-géographie sur le fait qu'il y a des phases d'affrontement et des phases de conciliation. Que ces phases d'affrontement et de conciliation alternent. Bon. Et de même que en EMC, ce qui l'intéresse, c'est de poser le cadre démocratique, de voir l'aspect patrimonial des choses, mais de ne pas croire que c'est forcément un acquis ou que c'est une garantie qu'il n'y aura jamais de problème. Je pense que c'est vraiment une optique qui est importante. De même, j'insiste beaucoup sur le fait que les valeurs et les principes de la République et de la démocratie, ce sont des boussoles, des exigences, et que c'est pas évident de le traduire
dans la pratique. Voilà, faut vraiment pas leur donner l'impression qu'on fige les situations. Donc, voilà, je pense que ce qui est important, c'est à chaque fois, dans chaque situation, qu'on soit en histoire et en géographie, qu'on soit en EMC, d'être vraiment très, très conscient de ce qu'on vise, de ce pourquoi on est là. Et ça va reboucler mon propos avec ce que je vous disais au début sur l'école. Je pense en fait que dans cette situation, qui est une situation où ils sont retournés la plupart du temps, donc à l'école, et où donc on a recréé non pas une bulle, mais je dirais un espace non politique et un espace d'éducation avec ses règles, avec ses objectifs. On est dans le cadre de discipline avec leurs règles et leurs objectifs. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire euh, non, ça, on ne va pas le faire. Non, ça, je ne vais pas répondre à cette question. Non, là, je ne vais pas répondre à ce débat parce que ce qu'on a à faire, ce n'est pas cela. Ce qu'on a à faire, c'est ceci, c'est cela. Et donc, je pense que c'est extrêmement important. Et je vous remercie. Je vais vous revoir en sortant, en arrêtant le partage. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention. Et merci également à François Janier-Dubry de vous avoir accompagné pour préparer l'intervention. Alors, Je pense pas qu'on décrypte l'actualité. Alors évidemment, l'idéal, c'est bien sûr d'anticiper, mais je pense qu'à chaque fois, on est plus sur la manière de s'informer, par exemple, avec eux, que, euh, que sur l'actualité. Par contre, il y a des choses effectivement qu'on peut anticiper. Je pense que ce qui revient aussi dans les questions que j'ai pu voir, c'est qu'on peut anticiper les interpellations, des choses comme ça, quand on a quelque chose dont on sait que ça va faire écho, dont on sait que instantanément, ça va faire écho à l'actualité et donc ça va susciter des interpellations. Là, on anticipe. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est pour ça que j'ai essayé, de façon un peu maladroite, de mettre l'accent sur la liberté des individus. Il faut vraiment dire, voilà, ça crée, ce qu'on voit là crée les conditions de la situation d'aujourd'hui. Mais à partir de ces conditions, les gens peuvent faire des choix très différents. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je vous ai mis dans le dernier tableau, l'histoire, c'est ce qui dure et ce qui ne dure pas. Donc, le problème du parallèle avec l'actualité, c'est que les élèves vont avoir tendance à le faire dans un sens très déterministe. Soit c'était déjà comme ça, c'est encore comme ça sera toujours comme ça. Donc ça, il faut vraiment l'anticiper. Ce qui, par exemple, dit que voilà, bah, le contexte à l'époque était très différent de maintenant parce que c'est important. Donc voilà, moi je vois plus l'anticipation. Je parle pour l'histoire là, en l'occurrence. En termes de déminage, c'est-à-dire qu'il faut soi-même s'être posé la question qu'ils vont vous poser, qui est celle du rapport à l'actualité. Et vraiment la poser en disant, bah oui, voilà, oui, bon, ça effectivement, c'est des événements, ça effectivement, c'est des choses qui sont toujours pareilles, mais il y a aussi des choses qui ont changé. Voilà. Faut vraiment être, c'est pour ça, moi, je vois plus une anticipation, parce que le problème pour moi, c'est que si on essaye d'aller directement sur des questions d'actualité sans savoir ce qu'ils en pensent, d'abord, on risque de tout simplement de sortir de notre compétence. Et ça, on le sent. Quand on dit qu'on n'est ni des politiques ni des journalistes, c'est vrai. C'est-à-dire de se retrouver soi-même juste en tant que citoyen euh, dans une position d'enseignant. Je veux dire, c'est aussi parce que ils ne connaissent pas trop vos opinions qu'ils ont confiance en vous et qu'ils pensent que vous n'allez pas les manipuler, que vous n'êtes pas intéressé. Intéressé au sens mauvais du terme. Voilà. Donc, à mon avis, y aller, et puis on risque de susciter soi-même le problème qu'on n'arrivera pas à résoudre.
Voilà. C'est, c'était un enseignant de MC il y a des années en voie professionnelle qui m'avait dit, il y a des boîtes, je sais comment les ouvrir, mais je ne sais pas comment les fermer. Voilà. Donc, voilà. Donc, à mon avis, c'est plus anticiper le rapport à l'actualité, la question qui a question sur l'actualité, et pour pouvoir justement dire, oui, ça explique peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ça, on peut le dire. Ça explique ce qui se passe aujourd'hui, on peut le dire. Parce que expliquer ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas prendre parti. On peut aller jusque-là. Mais c'est autre chose de dire, voilà, ah bah, ils ont raison, ils ont tort, etc., etc. On peut signaler quand il y a une permanence, quand il y a quelque chose qui a... Mais il faut l'équilibrer en disant, ça, la situation était très différente d'aujourd'hui. Parce que ceci, parce que cela. Bah, c'est moi, à mon avis, je pense que c'est toujours intéressant de travailler sur les mots, mais par contre, travailler directement sur la qualification de ce qui est en train de se passer, moi, je dirais non. On peut essayer de répondre et dire, moi, à mon avis, quand vous êtes interpellé sur une chose comme ça, c'est, faut, faut pas fuir non plus. Mais euh, d'abord, faut être sûr d'avoir la préparation soi-même, la documentation sur ce qu'est une émeute ou ce que n'est pas une émeute. Moi, à mon avis, on peut toujours expliquer pourquoi les gens ne sont pas d'accord là-dessus. Mais, je rappelle, vous n'êtes pas journaliste et vous n'êtes pas politique et vous n'êtes pas juge. Donc, vous n'avez pas à trancher cette chose-là, même si vous allez avoir votre opinion, votre sentiment. Mais à partir du moment où on est dans quelque chose qui est un débat chaud et qui est un enjeu politique, c'est exactement ce que j'essayais de vous dire sur génocide. C'est-à-dire, là, quand on est dans l'affrontement sur les termes dans le cadre du débat politique, c'est pas tellement notre affaire. Surtout que, on le sait bien, on n'a pas de définition absolument incontestable. Même en sciences humaines, on- on discute beaucoup des définitions. Hein, les définitions de la démocratie, les définitions du totalitarisme, on en discute énormément, mais on en discute dans un autre cadre. On en discute pour essayer de clarifier la chose. Bon. Tandis que là, on est dans un champ d'affrontement. Donc, à mon avis, on ne peut pas se transformer en disant, voilà, si vous vous retrouvez à dire un tel a tort de dire que, un tel a raison de dire que, là, on n'y est plus. Et je dirais surtout en ce moment. Parce que ça relèverait en temps normal de l'allusion politique. Ouais, et alors, c'est déjà pas forcément très glorieux les allusions politiques en cours. Mais alors là, en plus, ça peut être suicidaire. Donc c'est très compliqué. Alors par contre, ça peut être intelligent d'arriver à poser le fait qu'il y a des registres de langage qui sont différents. Ça, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Dire, faut aussi qu'ils comprennent que les affrontements politiques, ça peut être aussi le lieu de l'outrance verbale, ça peut être le lieu des querelles de mots, et que à la limite, nous, c'est des événements sur lesquels on n'a pas non plus assez de recul. Et ça, voilà, voilà. Je pense qu'il y a des débats qu'on peut esquiver si on ne les esquive pas intellectuellement, mais si on explique pourquoi on n'y va pas. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme, De rien. pour cette intervention. Alors...